tous et bienvenue dans notre nouvelle série de vidéos qui va s'intéresser aux grands esprits qui ont fait le monde de l'éducation tel qu'on le connaît aujourd'hui. Évidemment, il fallait que je commence aujourd'hui par une femme, et une femme dont vous connaissez toutes et tous le nom, sans parfois connaître exactement sa personne, son histoire et surtout son modèle éducatif. Je parle bien évidemment de Maria Montessori, que je vais avoir le plaisir de vous présenter dans cette vidéo. Maria Montessori est une éducatrice qui a marqué l'histoire, oui, mais c'est également une femme complexe, dont certains passages de l'histoire personnelle peuvent être parfois sombres. Je vous laisse donc découvrir cette vidéo que j'ai essayé d'illustrer au mieux, en vous présentant comme d'habitude un format et un contenu original, et j'ai surtout hâte de savoir ce que vous en pensez. À toutes! Maria Montessori est née en 1870 en Italie. Elle est issue d'une famille bourgeoise. Son père, qui est assez rigide, appartient à une famille noble et conservatrice. Il sera d'abord militaire, puis ensuite il devient inspecteur des finances de l'industrie du tabac et du sel. Quant à la maman de Maria, elle est quant à elle issue d'une famille aisée et catholique qui a quand même une grande tradition intellectuelle. C'est pour cela, en partie, qu'elle va travailler avant de se marier avec Alessandro Montessori, ce qui montre déjà une certaine ouverture d'esprit pour l'époque. C'est d'ailleurs elle qui va pousser sa fille à être indépendante, à défendre ses idées et à assumer ses ambitions dès son plus jeune âge. Pourtant, Maria, jusqu'à l'âge de 11 ans, est freinée dans ses études par des problèmes de santé, car elle souffre de la rubéole. Mais elle se révèle très vite brillante, et même si elle accuse un retard au début, elle aura vite fait de le rattraper. Le père de Maria souhaite qu'elle devienne enseignante, seul métier qui est accessible aux femmes à l'époque. Mais Maria refuse, car elle sait dès le début que ce n'est pas sa vocation. Dès 14 ans, elle se passionne pour les mathématiques, et encouragée par sa mère, elle intègre en 1884 le collège technique Michelangelo Buonarroti, réservé aux garçons, malgré l'opposition de son père. Elle en sort diplômée 2 ans plus tard, et elle y aura découvert la biologie. C'est grâce à cette découverte qu'elle va décider ensuite de s'inscrire à l'université en sciences naturelles pour devenir médecin. En effet, même si le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Guido Baccelli, s'y oppose, elle va finir par réussir à s'inscrire à la faculté de médecine de Rome en décrochant une bourse, et elle affirmera « Je sais que je serai médecin ». Malgré de nombreux obstacles, Maria Montessori réussit donc à intégrer la faculté, où elle va donner des leçons particulières pour avoir un revenu et assumer les frais de sa scolarité. C'est une élève qui excelle, mais parallèlement, la discorde avec son père s'amplifie. De nombreuses personnes de son entourage, y compris les hommes avec qui elle est à l'université, les autres étudiants, la critiquent et se montrent hostiles à son égard. Elle dira cette phrase iconique « Soufflez messieurs, soufflez, plus vous soufflez, plus j'irai loin ». En 1896, alors qu'elle a 26 ans, Maria Montessori obtient son diplôme de docteur en médecine avec une thèse dans le domaine de la psychiatrie. Maria va décrocher la note de 105 sur 105 à seulement 26 ans. Elle a obtenu la note maximale. Elle est l'une des premières femmes diplômées de médecine en Italie et elle obtient également une licence en biologie, une licence en philosophie et une licence en psychologie. Maria est très active politiquement à l'époque. Elle milite en faveur du droit des femmes, mais aussi des enfants déficients mentaux. Et c'est cette combativité qui façonnera tout son parcours. Entre 1894 et 1896, elle travaille en effet comme assistante dans une clinique où elle rencontre plusieurs enfants déficients mentalement. Elle constate avec effarement qu'ils sont mélangés aux adultes et qu'ils n'exercent aucune activité, qu'il n'a aucun jeu à leur disposition, alors que la manipulation des jouets lui paraît être un élément essentiel au bon développement cognitif de l'enfant. Elle va donc aller harceler le directeur de l'hôpital pour qu'il crée un service séparé qui sera considéré comme l'un des premiers services pédopsychiatriques d'Italie. On va demander à Maria de s'occuper de ce service, vu que c'est elle qui a demandé qu'il soit créé, et qu'elle s'emploie à le faire. C'est alors que ses premières observations et ses premières recherches commencent. Elle découvre que les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, qu'ils n'ont aucune connaissance et que personne ne se soucie de leur progrès. C'est dans ce cadre qu'elle va découvrir les recherches de Jean Itard, médecin, inventeur, qui travaille auprès de sourds-muets, et notamment, elle va s'intéresser à ses écrits sur Victor, qui est un enfant sauvage qui a été trouvé dans l'Aveyron et dont on a étudié le développement cognitif. Elle va aussi s'intéresser aux travaux d'Édouard Seguin, un pédagogue français auprès d'enfants dits déficients mentaux. Très vite, elle va elle-même intervenir auprès du Congrès pédagogique de Turin pour présenter ses travaux sur les enfants déficients mentaux et défendre leurs droits. Elle participe à de nombreux autres congrès comme le Congrès international des femmes à Berlin.
C'est à ce moment-là qu'elle commence à retenir l'attention des autorités italiennes. Guido Baccelli, qui est alors ministre de l'Éducation, lui demande de donner des conférences à Rome. Il lui confie ensuite le poste de directrice de l'école orthophrénique, la Scuola Magistrale Ortofrenicate de Rome, de 1899 à 1901, et lui demande de former des enseignants. Alors que ces réussites suscitent l'admiration générale, Maria, elle, reste de marbre. Pourquoi ? C'est parce qu'elle pense déjà à son prochain projet. Elle veut élargir l'application de ces méthodes aux enfants qui ne souffrent pas d'une déficience mentale. Maria Montessori commence à développer ses méthodes avec l'assistance de Giuseppe, son collègue, avec qui elle formera un couple secret. En effet, ils renoncent tous deux à se marier, car les femmes mariées étaient alors obligées d'abandonner leur carrière. Ils se le jurent. Giuseppe devine déjà en Maria la révolution qu'elle insuffle dans le monde de l'éducation. Néanmoins, Maria va tomber enceinte, et pour éviter d'être rejetée par la société, qui ne tolère aucunement qu'un couple ait un enfant hors mariage à l'époque, elle confie son bébé, Mario, à une famille vivant à la campagne. Pour éviter que son fils ne soit rejeté pour être né hors mariage, elle lui rend visite régulièrement, mais sans lui dire qu'elle est sa mère, de peur de le faire souffrir. Maria est dévastée par cette séparation. Elle qui a dédié sa vie aux enfants, se voit forcée d'être séparée de son propre bébé. Et ce moment-là, dans la vie de Maria, il est terrible, parce que c'est une femme qui a consacré toute sa vie aux enfants, et le sien, son bébé à elle, on le lui vole, on le lui retire. Giuseppe Montesano reconnaîtra son fils, mais choisira de ne jamais rencontrer le pauvre enfant. C'est alors que survient un second drame dans la vie de Maria. Giuseppe rompt sa promesse de ne jamais se marier et de rester toujours aux côtés de Maria. Il épouse une autre femme et brise le cœur de Maria, qui quitte l'école orthophrénique et reprend ses études. Maria se jette à corps perdu dans son travail. Elle enseigne à la faculté de Rome, pratique la médecine et décroche des licences supplémentaires, obtenant même au bout de 3 ans une chaire d'anthropologie à l'université de Rome. En 1907, justement, le maire de Rome conçoit un vaste plan de réhabilitation des quartiers défavorisés. Les autorités constatent que des enfants en bas âge trop jeunes pour aller à l'école toute la journée sont dans les rues et dégradent les lieux publics. Ils demandent donc à Maria de les prendre en charge et de créer un lieu d'accueil pour ces enfants défavorisés. Maria accepte cette occasion d'approfondir ses recherches, mais demande à ce qu'il n'y ait aucune ingérence extérieure, ce qui lui est accordé le 6 janvier 1907. La première maison des enfants, ou Casa dei Bambini, voit alors le jour. Les parents ont libre accès à l'école, mais en contrepartie, ils doivent veiller à la propreté et à la bonne tenue des enfants. L'institutrice habite dans l'immeuble pour mieux collaborer avec les parents dans l'éducation des enfants. La Casa dei Bambini devient une base de recherche et un laboratoire d'expérimentation où Maria Montessori construit et éprouve sa méthode. Grâce à cette dernière, elle devient mondialement connue. Sa méthode s'appuie essentiellement sur la liberté des élèves, ce qui a révélé des changements de comportement inattendus chez eux. Même les enfants les plus timides s'expriment davantage. La pédagogie Montessori repose sur les principes suivants: le libre choix de l'activité, l'autodiscipline, le respect du rythme de chacun et l'apprentissage par l'expérience. Peu à peu, ambassadeurs, têtes couronnées et grands intellectuels viennent lui rendre visite. Et dès 1908, soit 1 an après l'ouverture de l'école, la renommée de Maria devient mondiale. Elle voyage dans le monde entier, notamment aux États-Unis, démissionne de l'université pour se consacrer à l'écriture de son ouvrage et à la formation d'enseignants. Au milieu de cette vague de succès, 2 événements personnels vont marquer la vie de Maria. Rénildé, la mère de Maria, meurt soudain. Maria portera durant 20 ans l'habit noir du deuil, dévastée par ce décès. C'est alors que Mario, son fils, la contacte et lui fait savoir qu'il sait qu'elle est sa mère et il ne veut plus jamais la quitter. Maria et son fils sont enfin réunis, même si elle est alors perçue par la société comme une femme sans morale ni valeur. Mais peu importe, car elle a enfin retrouvé Mario. Ils voyagent tous les deux dans le monde, fuyant en partie la Première Guerre mondiale, poursuivant les travaux de Maria. Parmi les fans de Montessori, on compte notamment la fille du président américain Woodrow Wilson, mais aussi Gandhi, Graham Bell, l'inventeur du téléphone, ou encore Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, ou bien encore Sigmund Freud. Une école Montessori ouvrira même au sein de la Maison Blanche et dans le palais du tsar de Russie.
il serait malhonnête de ma part de vous parler de Montessori sans vous parler du côté sombre de cette grande éducatrice. En effet, Maria Montessori est fascinée par un homme de pouvoir bien moins reluisant. Il s'agit de Mussolini, le dictateur fasciste italien qui collabora avec le dictateur nazi Adolf Hitler. Élevée au rang de membre d'honneur de l'organisation féminine fasciste, Maria Montessori rencontre Mussolini personnellement en 1924 et lui demande d'encourager la diffusion de sa méthode. En 1926, le Duce devient président d'honneur d'Opéra Montessori, la société des amis de la méthode Montessori. Voilà notamment ce qu'écrivait Maria Montessori à propos du leader fasciste. Cet homme plein de curiosité, cet esprit extrêmement ouvert sur tout et qui veut tout connaître, posa un jour les yeux sur ma méthode. Il lui suffit de savoir que ma méthode jouissait de plus de crédit à l'étranger qu'en Italie. Il promit son aide enthousiaste pour que soient instituées partout des écoles. Dans une lettre datée de 1931, elle établit elle-même un parallèle entre les principes fascistes et sa pédagogie, qui produirait des personnages forts, fournit le spectacle impressionnant de la discipline parfaite. Elle y précise que, je cite, « les forces exceptionnelles de notre race, encore mieux que celles d'autres races, pourraient y ajouter une valeur supplémentaire. » Si depuis longtemps déjà, le personnel de ces écoles portait l'uniforme fasciste, lorsque le régime veut également l'imposer aux élèves, Maria Montessori choisit alors de se dissocier de Mussolini. Elle quitte l'Italie où ses œuvres sont brûlées et ses écoles fermées. Ce n'est donc qu'en 1934, 12 ans après l'accession au pouvoir du dictateur fasciste, qu'elle rompt enfin avec le régime. Son évasion est pour le moins grandiose, il faut que je vous la raconte. Elle grimpe dans un train alors que des policiers sont à sa recherche et effectuent des vérifications d'identité de façon aléatoire. L'un des policiers s'arrête devant elle. Et c'est alors que Maria le reconnaît. Et cet homme la connaît aussi. Les secondes semblent durer des heures. Et là, le soldat sourit et la contourne. Il s'agissait d'un ancien élève de Maria qui venait de lui sauver la vie. La période fasciste ouvre ainsi une période solitaire dans la vie de Montessori qui est en fuite. Elle fuit tout d'abord vers l'Espagne, puis vers l'Angleterre, puis vers les Pays-Bas et enfin vers l'Inde colonisée alors par les Anglais. Ce voyage, qui ne devait durer que quelques mois, dure finalement 7 ans. En effet, en tant que citoyenne italienne, alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, elle est alors considérée comme ennemie et assignée à domicile alors que son fils est emprisonné. Il sera libéré pour les 70 ans de Maria grâce à l'intervention de Gandhi. Ce passage en Inde, durant lequel elle formera 1 millier d'enseignants, marquera à tout jamais Maria, très inspirée par la philosophie hindoue. La geniale rinnovatrice dei sistemi di educazione dell'infanzia è tornata in patria. Mi dirà lei stessa qualcosa del suo esilio. Mancavo dall'Italia fino dal 34, l'anno in cui hanno chiuso tutte le scuole col mio metodo. Rimasi in Europa fino al 39, poi dopo sono andata in India e lì sono rimasta per 7 anni, dei quali per 5 anni fui internata come nemico italiano. Io non potevo andare nei vari luoghi, ma venivano da tutte le parti gli indiani a me e in questo modo ho potuto preparare circa 1500 maestri. Maria retourne en Europe une fois la guerre finie, mais s'éteint en 1952, laissant derrière elle un héritage colossal. Plus de 35 000 écoles Montessori et de multiples systèmes éducatifs publics utilisant ces méthodes. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur Maria Montessori. C'était une vidéo un peu originale, un peu différente de ce que je vous propose d'habitude. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps aussi de travailler sur du contenu, parce que comme vous pouvez l'imaginer, il faut écrire les textes, il faut faire des recherches historiques, etc. etc. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Likez la vidéo si vous voulez en voir plus. Écrivez un commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à m'écrire également d'autres personnages marquants sur lesquels vous tenez que je vous fasse des vidéos dans le domaine de l'éducation. En tout cas, moi je vous dis à très vite. Il y a plein de super choses qui nous attendent ensemble. Et voilà, j'ai hâte de vous revoir. Bisous!